peut commencer. C'est ça. Bonjour à tous, bienvenue, merci beaucoup d'être là. Alors, on ne sait pas si on peut dire ce matin ou cet après-midi, mais à ce moment précis en tout cas. Bienvenue à tous pour cet atelier, comment intégrer la mesure du capital humain et naturel au service de la soutenabilité des entreprises. Joli programme, on a 45 minutes, peut-être que cette intervention suscitera d'autres questions, je l'espère, parce qu'on n'a pas la prétention de tout traiter en ce temps-là, mais en tout cas d'ouvrir quelques portes et de vous expliquer certains éléments, présenter certains éléments. Pour commencer, un très rapide tour de table pour que vous sachiez qui est là devant vous, même si les photos doivent vous éclairer. Donc pour ma part, je commence le premier, désolé. Thibaut Rimaud, donc directeur des ressources humaines et de la RSE pour le groupe Baker Tilly Strego, qu'on représentera juste après. Je vais prendre la parole à la limite. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Enzo Boris et je suis responsable de mission RSE pour le groupe Baker Tilly Strego également. Je t'en prie, Loïc. Bien, bonjour, je m'appelle Loïc Hénaf, je suis président du directoire du groupe Jean Hénaf SA, qui est un petit groupe agroalimentaire. Et Alan Fustek, donc je dirige Goodwill Management et le label Lucie. Alors, quelques infos complémentaires. Baker Tilly Strego, Goodwill Management, qui sommes-nous ? Donc Baker Tilly Strego, entreprise de conseil créée en 1963. Je ne vais pas faire tout l'historique, juste vous dire qu'aujourd'hui notre rôle est d'accompagner les entreprises et leurs dirigeants autour de 5 métiers principaux que sont l'expertise comptable et la gestion, l'expertise sociale, les aspects juridiques, l'audit et le conseil, la divisorie d'une manière plus large. Nous intervenons aujourd'hui aux côtés de Goodwill Management, donc créé en 2003, Goodwill Management, donc entreprise de conseil en performance économique responsable, qui accompagne donc ses clients pour mesurer et créer la valeur autrement, donc autour de 3 métiers, l'économie et la finance responsable, l'économie circulaire et low-tech, et la stratégie, le conseil RSE d'une manière large. Si nous intervenons conjointement aujourd'hui, c'est que ces deux sociétés se sont rapprochées très récemment, donc font aujourd'hui partie du même groupe, et notre mission commune, c'est celle que vous voyez en bas à droite, et qui est pour nous extrêmement importante et structurante de notre stratégie globale. Donc notre mission commune, c'est d'accompagner la performance économique durable et globale de nos clients. Là aussi, tout un programme que nous allons essayer de détailler un peu maintenant. Rapidement pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la mesure finalement du capital humain et naturel au service de la soutenabilité et finalement de la performance des entreprises. Donc rapidement aujourd'hui, 2 questions. Pourquoi il est nécessaire de le faire, comment, techniquement, comment on vient l'intégrer dans le pilotage des entreprises, et finalement ce qui va aussi vous intéresser peut-être le plus, c'est une démonstration sur un cas concret. D'où la présence de Loïc qui va pouvoir témoigner aussi de cet accompagnement et ce que ça lui apporte. Et on profitera à la fin peut-être de quelques minutes, une dizaine de minutes pour un échange si vous avez diverses questions. Donc pourquoi ? La première question, pourquoi ? Peut-être pour démarrer, Thibaut, tu vas pouvoir nous dire pourquoi un cabinet d'expertise comptable peut être légitime sur le sujet. En effet, c'est peut-être le premier pourquoi que vous vous posez. Pour nous, l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur 2 choses qui sont importantes dans notre activité. Le premier point, c'est la relation de confiance forte que nous avons auprès de nos clients, qui sont souvent des dirigeants d'entreprise. Cette relation de confiance sur laquelle nous capitalisons pour justement proposer d'autres choses. Et notre autre socle, on va dire, notre légitimité, c'est notre savoir-faire, on va dire, initial, notre capacité à mesurer et piloter les éléments financiers.
mais fort d'une conviction qui est de dire il est peut-être important de compter autre chose qu'uniquement la finance. Voilà, nous étendons, nous faisons une extension de notre activité sur les autres domaines que sont, au-delà du capital financier, le capital humain et le capital naturel. Et donc c'est vraiment cette volonté d'étendre notre légitimité et notre savoir-faire sur les éléments financiers, sur les éléments extra-financiers. Il y a en plus de cette conviction-là un environnement législatif qui évolue. Je ne peux pas vous rappeler que la loi Pacte vient consacrer la RSE, lui donne une place majeure jusqu'à modifier le code civil. C'est pas une paille. C'est extrêmement engageant et structurant pour chacun d'entre nous et pour les entreprises. Et donc nous, en tant que conseil dirigeant, on ne peut pas non plus faire fi de ça. Et donc c'était important de nous en emparer. Donc tout ça parce que notre rôle du coup évolue. Nous avons tenté de nous transformer aussi en interne. C'est pour ça aussi que c'est un DRH qui porte la stratégie RSE au sein de l'entreprise. C'est pour une transformation interne, mais pour ensuite la porter aussi auprès de leurs clients, pour justement notre rôle de transformer les différents modèles économiques des entreprises, des sociétés, au service donc, des enjeux plus globaux des sociétés plus de manière générale, et également en ligne avec les objectifs de développement durable auxquels nous rattachons également. Voilà pourquoi nous, experts comptables, on se sent tout à fait légitimes pour porter ces sujets-là et étendre notre savoir-faire sur le capital naturel et humain. Voilà Enzo. Merci Thibaut. Les experts comptables, a priori, un rôle clé dans cette transition qu'on amorce, qu'on demande d'amorcer aux entreprises et aux organisations de façon large. Je vais parler un peu des enjeux d'évolution de la comptabilité. La comptabilité, ce sont des méthodes, donc ce sont des partis pris, ce sont des choses qu'on veut mesurer et qui de fait donnent aussi une ligne directrice au développement de l'économie. Aujourd'hui, alors c'est pas moi qui le dis, mais 80% de la valeur des entreprises est dans les faits invisible dans un bilan comptable. La comptabilité classique a une incapacité également à rendre compte finalement de la création et de la destruction de valeur sociale et environnementale. On parle aujourd'hui de la simple valeur économique, donc l'idée c'est d'aller bien au-delà dans une logique de performance globale. Il y a également un enjeu autour de la comptabilité d'intégrer finalement des ressources humaines et planétaires qui sont limitées. Et dont il va falloir, je crois, se mettre plutôt dans les règles que nous dicte la nature plutôt que l'inverse. Et donc finalement, le gros enjeu, transformer la comptabilité au service finalement de la soutenabilité des entreprises dans une logique justement d'entreprise peut-être plus contributive et au moins régénératrice de leurs activités. Finalement, la performance des entreprises, elle est économique, certes. Sinon, sans ça, on n'irait pas franchement plus loin. Mais elle est également sociale et environnementale. Peut-être que Thibaut, tu peux nous parler un peu plus justement de la nécessité de prendre en compte ce capital humain, ce capital social dans le pilotage des entreprises. Oui, en effet, pourquoi on s'intéresse à ce fameux capital humain ? Je pense que la crise sanitaire que nous venons de vivre, que nous vivons encore, nous montre qu'on peut difficilement dissocier la crise environnementale et la crise sociale, qu'il y a un lien fort entre les deux. Donc à l'inverse, ou de manière plus positive, on ne peut pas imaginer pour nous de développement durable sans progrès sociétal et social. Donc c'est important de voir quels sont les impacts qu'on peut avoir, les impacts positifs sur les externalités, on va dire, plus sociales. Et donc c'est tout ça qui nous semble important d'aller mesurer. Donc les conséquences de notre activité sur les parties prenantes ainsi que sur la société d'une manière générale, et également cette nécessité de mesurer et de piloter ces aspects aussi humains pour mieux les maîtriser. Comment la ressource humaine, on parle bien de ressources également, donc elle n'est pas non plus illimitée, donc c'est important d'aller la mesurer pour mieux la piloter, la maîtriser. Et pourquoi pas, tant qu'à faire, générer de la valeur sociale. Et cette notion aussi de valeur sociale qui va être important et intéressant pour nous de regarder. Donc voilà pour le pourquoi on veut s'intéresser aussi à l'humain. Et du coup, capital financier, capital humain. Enzo, pourquoi il est important aussi d'aller regarder et piloter le capital naturel ? Donc effectivement, alors je ne vais pas rappeler les enjeux environnementaux qui, je pense, aujourd'hui conditionnent notre survie. Je crois qu'on en entend parler tous les jours dans l'actualité. Si on est tous au Salon Pro Durable, c'est aussi qu'on y est un peu conscient et au moins convaincu.
qu'on parle du réchauffement climatique, qu'on parle de la raréfaction des ressources, qu'on parle de la biodiversité, qu'on parle des enjeux autour de l'eau, de l'énergie, peu importe, ils sont nombreux. Et on voit aujourd'hui, ou du moins la question est adressée aux entreprises, finalement, comment vous pilotez vos impacts. Et donc, on observe la nécessité de le mesurer. Alors, on parle beaucoup plus de destruction de valeur environnementale que de création environnementale. Globalement, il est quand même compliqué de créer de la valeur environnementale. Donc, ça s'inscrit aussi dans une logique de bien réduire aussi les impacts environnementaux des entreprises. Et donc, la comptabilité au service de ça. Et finalement, c'est presque une constitution d'une dette environnementale. De par mon activité, je génère des externalités. Et donc, il s'agit aussi, et ce que je parlais tout à l'heure dans la logique d'entreprise régénératrice, de se dire qu'est-ce que je fais, moi, pour au moins essayer de restaurer le capital naturel que j'entame. Et donc, cette dette peut impliquer ensuite des provisions de coûts, pour reprendre un langage de la profession, une provision de coûts pour justement restaurer ce capital naturel qui a été détruit. Je vais donner un exemple très concret. Aujourd'hui, un t-shirt à 2 €, on peut être certain, absolument sûr, qu'il n'intègre pas des coûts de restauration du capital naturel entamé. Typiquement, on n'a pas de coûts de dépollution, de restauration des écosystèmes. Et là, je parle vraiment du capital humain, parce qu'il y a aussi des enjeux sociaux sur par exemple, ce sujet-là. Donc rapidement, on a parlé de la nécessité d'intégrer ces enjeux. Et je vais maintenant laisser la parole à Alan, qui va nous dire finalement, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait et peut-être comment on le mesure. Oui, bonjour. C'est allumé là ? Pas sûr. Si, vous m'entendez ? Bon. Ouais. Super. Alors donc, je vais vous parler de la façon dont on peut faire une mesure de toutes les externalités positives et négatives d'une entreprise. Il existe des méthodologies pour ça, de plusieurs types. Je ne vais pas faire un discours trop technique sur les méthodologies, mais on va plutôt vous présenter des grands principes, et puis on va vous présenter aussi un résultat tout à fait concret avec des chiffres, puisque nous avons appliqué tout cela. On a eu la chance de pouvoir faire tout ça avec l'entreprise ENAF, dont le président est ici présent. Voilà. Alors, ce que vous voyez sur cette page, c'est effectivement que le calcul se fait dans 3 directions. La première direction, c'est une direction économique. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir la façon dont l'entreprise irrigue l'économie de son territoire. Et donc, on voit tout de suite, par rapport à ce que vient de dire Enzo, qu'on est complètement sorti de la comptabilité au sens le plus classique du terme, puisque dans la comptabilité au sens le plus classique du terme, on regarde des recettes et des dépenses pour l'entreprise. C'est vachement important, bien sûr, et pour sa survie, etc. Mais là, on regarde l'impact de l'entreprise en termes économiques sur le territoire. Et vous allez voir que ça s'exprime en PIB, ou en tranche de PIB, ou en flux de valeur ajoutée. Tout ça, c'est la même chose. Et en emploi. La deuxième chose que l'on regarde, c'est l'impact social de l'entreprise. Alors, une entreprise sur un territoire, ça crée de la valeur sociale, au sens où, le plus classiquement du terme, ça crée des emplois. Et on est quand même sacrément content que ça crée des emplois. Maintenant, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, et une entreprise peut avoir aussi sur le territoire des impacts sociaux complémentaires à son activité première qui sont positifs ou négatifs. Si je parle des externalités négatives, imaginons que je sois un patron absolument imbuvable. J'ai créé 500 emplois sur mon territoire, mais j'ai 400 personnes qui sont en burn-out. Et ben, ça fait juste un tout petit impact social négatif, puisque y a beaucoup de gens qui consomment de manière très importante des soins, des médicaments, etc. Et tout ça, ça creuse le trou de la Sécu. Donc, vous voyez que s'il y a beaucoup d'accidents du travail dans mon entreprise, c'est à la charge de la collectivité. Si je suis caractériel et que à la fin de chaque mois, je vire tout le monde, et puis que le mois suivant, je rembauche d'autres personnes, eh ben, ça fait des coûts sociaux également, etc., etc. Je précise tout de suite que je ne suis pas en train de décrire Loïc Enaf. Et puis, quoique... Voilà.
Et puis, comment dirais-je, la troisième chose qui est très importante, et là-dessus je vais faire un petit développement, même si ça prend 30 secondes de plus, un peu théorique, c'est bien sûr de mesurer les externalités environnementales. Et là, il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe plusieurs méthodes, mais qui nous permettent d'exprimer l'impact environnemental d'une entreprise en euros. Et donc de dire, ben voilà, on a, dans le cadre de l'exercice de nos activités, au cours de l'année passée, nous avons impacté, la plupart du temps, comme disait Enzo, détruit malheureusement 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros, 1 million d'euros de valeur environnementale. Bien. Et donc, si on passe à la page suivante, la chose qui est très importante dans ces méthodologies-là, c'est qu'on ne se contente pas de mesurer simplement l'impact direct de l'entreprise. En fait, on mesure 3 impacts. Le premier impact, c'est l'impact direct, c'est-à-dire dans l'exercice de ses fonctions, l'entreprise, bien sûr, crée de la richesse. Par exemple, elle crée des emplois et elle paye des salaires. Et puis, donc, par sa simple existence, elle irrigue l'économie du territoire. Maintenant, l'entreprise, elle a, et puis elle vend tous ses produits qui apportent de la valeur à ses clients, bien évidemment. Ensuite, il y a ce que l'on appelle l'impact indirect. L'impact indirect, c'est tous les fournisseurs. Voilà. Et c'est logique de prendre ça en compte parce que imaginez que vous sous-traitiez de plus en plus, ce n'est pas pour autant que votre empreinte sociale et environnementale diminue. C'est simplement que vous faites faire le boulot à quelqu'un d'autre. Donc c'est important de regarder l'impact direct et l'impact de toute la supply chain, de tous les sous-traitants. Des sous-traitants, des sous-traitants, des sous-traitants, et des sous-traitants, des sous-traitants, des sous-traitants. Toute la chaîne. Voilà. Et puis, ce que l'on appelle l'impact induit, et ça, dans ce genre de méthodologie, ce sont des termes consacrés que vous allez voir dans toute la littérature associée à ces travaux, c'est effectivement l'irrigation de l'économie locale, nationale ou même mondiale au travers de la consommation des salariés. Alors, les salariés, ils se trouvent dans l'entreprise et puis ils se trouvent aussi chez les sous-traitants. Et donc, de la même façon, avec votre salaire, vous louez votre appartement. Le propriétaire de l'appartement, avec l'argent qu'il a gagné du loyer, il fait son plein d'essence. Le pompiste, avec l'argent qu'il a gagné, il va faire ses courses. Le chef de rayon, il va chez le coiffeur. Et donc, vous avez une irrigation par propagation de toute l'économie du territoire qui se fait de cette façon. Donc, il est important, quand on veut faire un impact global, de regarder les impacts directs, indirects et induits. Voilà. Alors, on regarde la page suivante. Et effectivement, ce que vous voyez ici, c'est finalement les périmètres sur lesquels nous faisons les travaux. Alors, l'entreprise, nous regardons effectivement son impact socio-économique. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, j'espère que ça ne s'entendra pas trop sur le film. Donc, ça va mieux déjà. Voilà, l'impact de l'entreprise, c'est son flux de valeur ajoutée directe. Voilà, donc la contribution de l'entreprise au PIB du territoire. On regarde également tout le flux de valeur ajoutée des fournisseurs et on regarde tout le flux de valeur ajoutée de la consommation. Impact direct, indirect et induit, c'est ce que je viens d'indiquer à l'instant. Et vous avez là donc la tranche de PIB dont l'entreprise est à l'origine. La deuxième chose que l'on regarde, ce sont les impacts sociaux de l'entreprise. Ils peuvent être positifs. Vous avez des activités de mécénat, vous avez des activités de mécénat de compétences, vous faites des tas de trucs au niveau social pour le territoire. Et puis, ça peut être négatif, comme je disais tout à l'heure, des maladies, des accidents du travail, des licenciements qui sont à la charge de la collectivité. Et on regarde ça pour l'entreprise, mais on regarde ça aussi pour toute sa supply chain. Et de la même façon, alors là, méfiez-vous de ceux qui vous parlent des entreprises, qui, au moment où nous parlons aujourd'hui, auraient des impacts positifs. Il y a un petit peu de boulot. Loïc va nous présenter tout à l'heure un objectif à 2030, mais au moment où nous parlons, les entreprises demeurent avec la plupart du temps des impacts négatifs. Et donc, on regarde effectivement les impacts de l'entreprise et puis on regarde les impacts de toute sa chaîne de fournisseurs. On regarde la page suivante. Et donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails méthodologiques, mais je tiens simplement à dire ici quelque chose d'important, c'est que tout ça,
Ce sont des méthodes qui sont adossées à des travaux scientifiques extrêmement sérieux. S'il y a des universitaires dans la salle, je discute juste après de toutes les publications académiques qui sont le sous-jacent de nos méthodologies. La première méthodologie pour l'impact socio-économique, comment dirais-je, là, le nombre de personnes à s'en servir autour de nous, il est gigantesque. Ce sont les matrices input-output de Leontief. Et donc, pour ceux qui sont familiers, Leontief, prix Nobel en 1974, grâce à cette méthodologie. Et avec ça, c'est fantastique. On mesure effectivement tous les impacts directs, indirects et induits liés au flux de PIB et on convertit ça en emploi. Quand on arrive sur, effectivement, les coûts sociaux, là, on utilise des analyses coûts-bénéfices. C'est-à-dire qu'on va regarder le coût effectif de toutes les externalités dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, sécurité au travail, précarité de l'emploi, mécénat, vous en voyez une liste là. Voilà. Quand on arrive sur la comptabilité environnementale, là il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes qui existent aujourd'hui. De notre point de vue, la méthode la plus aboutie sur le plan intellectuel s'appelle la méthode CARE, du professeur Jacques Richard de Dauphine. Donc on l'intègre dans nos travaux. Par contre, aujourd'hui, on ne peut pas l'intégrer complètement parce qu'il nous manque des éléments de base de données, de chiffres, etc. Mais enfin, autant qu'on peut, on l'intègre. Une deuxième méthode, c'est la méthode des services écosystémiques qu'on intègre aussi. Et puis une troisième méthode qui nous vient de PricewaterhouseCoopers, qui est en open source et dont on s'est également inspiré, qui est la méthode IPNL. Voilà. Et en fait, avec tout ça, ce qu'on fait, c'est premièrement une espèce de petite analyse de cycle de vie des activités de l'entreprise et de ses fournisseurs sur l'émission de CO2, la pollution de l'air, l'utilisation du sol, du sous-sol, de la biodiversité, la gestion des déchets, la consommation d'eau, la pollution de l'eau. On fait d'abord une ACV, c'est-à-dire quels sont les impacts exprimés dans des unités qui sont des hectares, des tonnes, etc. Voilà. Et puis après, on a des formules de calcul qui viennent de ces différentes méthodologies et qui nous permettent de financiariser tout ça. Et donc, on sort avec ça un impact en euros. Et donc, c'est intéressant parce que, vous voyez, vous avez d'un côté la valeur sociale que je crée sur le territoire, nette d'externalités sociales négatives. Et puis, vous avez également la valeur environnementale que vous détruisez dans le cadre de l'exercice de vos activités. Alors, ce qui est très important, et après je passe la parole à Loïc, ce qui est très important, c'est que jusqu'à l'année dernière, le nombre d'entreprises qui étaient en demande de ce genre de comptabilité en triple capital, il n'y en avait pas. Bon, il y en avait très très peu. Franchement, très peu. Voilà. Et depuis le début de l'année 2020, on a un flux de demandes sur ces sujets-là, avec des entreprises, merci Loïc, qui assument leurs impacts et qui communiquent dessus, qui est en augmentation exponentielle. Il s'est passé quelque chose, ça a commencé juste avant le Covid, il s'est passé quelque chose au tournant des années 2000. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous citer tous les bilans qu'on fait, mais enfin, je peux citer quand même quelques grandes entreprises pour lesquelles on fait ce genre de bilan triple capital. Nous avons Pôle emploi, nous avons Colas, nous avons le groupe La Poste, nous avons Chryso, nous avons nos amis de ENAF, etc., etc. Et la demande est très, très forte. Ça a basculé en l'espace de quelques semaines, je ne sais pas vous expliquer pourquoi, au tournant de l'année 2020. Voilà. Donc je crois que j'ai fini ce que je devais dire. Oui, bon, ça, vous voyez, c'est finalement... Non, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire des trucs. Mais ce n'est pas très grave. J'ai dit l'essentiel. Mesure des impacts directs. On utilise une base de données... Si vous voulez en savoir plus, je te mets celle-là, Alan, si tu veux, avec le focus. Pardon ? Je te mets celle-là avec le focus sur les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et donc, effectivement, modélisation des impacts indirects, on utilise la base de données Exiobase pour ça. Vous voyez effectivement le principe de calcul, la quantité directement émise par l'entreprise, secondement, les quantités qui sont émises par les fournisseurs. Et donc là, il y a effectivement une petite subtilité méthodologique pour aller chercher ça dans la chaîne de valeur. Et puis ensuite, on a aujourd'hui toute une série de prix du carbone. Donc nous, on utilise le prix social du carbone qui vient du rapport Quinet.
On pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez. Et effectivement, c'est à partir de ce genre de calcul que nous produisons le bilan que vous allez voir maintenant. Voilà. Donc j'avais oublié une page, désolé. Et donc, Loïc, c'est à toi maintenant, si tu veux. Moi, je vais peut-être rester là pour... c'est pas la peine que je retourne. Reste loin. Ouais. Ouais. Distanciation sociale. Ouais. Donc, rebonjour. Donc, effectivement, et merci de cette introduction. Alors, effectivement, première des questions, c'est de savoir qui nous sommes et pourquoi il nous est venu cette idée de suivre la mode du moment. Je blague. En fait, notre entreprise, donc je suis Loïc Hénard, je suis président de Jean Hénard-Fessa, qui est une entreprise qui, jusqu'à il y a quelques années, était une petite entreprise connue pour ses conserves et pâtés et autres, mais qui est une entreprise familiale, toujours à détention majoritairement familiale, et vraiment une entreprise de territoire et qui l'a toujours été. Nous étions 220 et quelques salariés, et nous avons toujours, je dis bien toujours, favoriser le développement local et territorial avec, par exemple, un fournisseur de boîtes de conserve qui s'appelle Franpac, du groupe Massy, avec lequel nous travaillons depuis 100 ans. Voilà. Donc, qui est à 14 km de chez nous. Voilà, ça fait 100 ans, ça fait pas 15, 20, 30, ça fait 100 ans qu'on travaille ensemble. Et tout un tas d'autres sujets comme ça, qui sont d'exemples comme cela, qui sont des résultats de politique et de choix d'entreprise. Et l'entreprise n'avait jamais fait le choix de son développement je dirais à tout craint, avait d'abord fait le choix du développement territorial local. Pourquoi ? Parce que c'était la raison pour laquelle mon arrière-grand-père a créé cette entreprise, qui était d'apporter un peu de prospérité au territoire. Voilà. Ça peut paraître un petit peu étrange de le dire comme ça en 2020, mais pourtant c'était bien ça, et c'est ça que ma famille et moi souhaitons perpétuer aujourd'hui. Donc ça, c'était... je dirais le mode d'avant. Et puis, on s'est rendu compte quand même qu'il était grand temps qu'on se redonne aussi, je ne vais pas dire un nouveau souffle, mais en tout cas qu'on se retrace un nouvel horizon à l'aune de tout ce que l'on sait, de tout ce qui se passe et de tout ce que... Voilà, du changement du 21e siècle. Et donc, ce nouveau souffle, c'était aussi un nouvel élan, et nous avions vraiment cette volonté de l'actualiser et de se donner un objectif. On avait fait un travail de révision assez profonde de l'ADN de l'entreprise avec une réécriture de notre mission, que je vais vous lire tout simplement, qui est bien nourrir les hommes tout en contribuant au développement de notre territoire. Bien nourrir les hommes tout en contribuant au développement de notre territoire. Et nous avions complété cette mission par créer, fabriquer et distribuer des produits agroalimentaires de haute qualité et nourriciers, vecteur de plaisir, tout en nous assurant un terme de l'impact positif global de notre action sur les plans environnementaux et sociaux. Donc il y a quelques années, stimulé par quelques personnes, et notamment Alan, cette idée de l'impact positif nous a semblé comme naturelle, même si, on est bien d'accord, il est extrêmement ambitieux, démesurément ambitieux. Mais si on ne le mettait pas au cœur de nos documents stratégiques, comme tout simplement la mission, c'est très facilement un objectif que l'on peut perdre de vue. Et donc on a voulu aller plus loin, et donc il y a un peu plus d'un an, il y a un an et demi exactement, en juin 2019, on a fait inscrire dans l'article 3 des statuts de l'entreprise que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, qui sont que la transcription du droit civil, de l'évolution de la loi Pacte. Mais ça oblige, ça engage. Et donc c'est ce que nous avons fait. Entre-temps, l'entreprise et je dirais pas tout à fait entre-temps, parce que c'était même un petit peu antérieur, mais parallèlement, l'entreprise a mené un travail de diversification de ses activités. Nous avons repris une petite TPE familiale qui était pionnière dans la récolte, transformation d'algues pour l'alimentation, donc petite entreprise de 30 salariés. Et nous avons aussi repris une petite entreprise familiale qui était pionnière dans la charcuterie biologique depuis 1984 au sud de Rennes. Donc petit à petit, notre société familiale est devenue un petit groupe de TPE et PME familiales. Nous sommes au total 280 et quelques salariés, mais je pense de dimension encore tout à fait humaine. Et donc en 2019, on a voulu annoncer un peu publiquement notre projet que nous avions mûri ces dernières années. Et c'est un projet que nous avons appelé Be Good,
Alors, si vous n'êtes pas breton ou vous ne fréquentez pas beaucoup la Bretagne, vous ne savez pas que nous sommes implantés dans le pays bigoudin. Voilà, d'où les bigoudaines. Mais c'était aussi un engagement affirmé de l'écrire à l'anglaise. Donc ce programme, ce cadre de référence, cette ambition Bigoud 2030, c'est cette ambition de devenir une entreprise à impact positif en 2030. Ce programme, ce cadre des références, il s'est décliné en 5 grands piliers, 14 engagements, 32 objectifs, 72 indicateurs. Bon, une grosse machine que j'essaye de piloter à l'échelle de l'entreprise et dont vous pourrez lire le tome 1 tout bientôt avec notre nouvelle RSE qui devrait être publiée sur notre site internet d'ici 10 jours quand je l'aurai terminé parce que l'actualité faisant, je ne suis pas hyper disponible, mais c'est quasi prêt. Et ce tome 1 de cette RSE dans ce nouvel élan s'inspire de ce que nous avons écrit déjà ces dernières années, puisque nous avons pris beaucoup d'engagements et nous sommes par exemple engagés dans le Global Compact depuis 2003 et signataires du Global Compact depuis 2003. Donc ça pour vous dire que c'est une culture de l'engagement qui chez nous se traduisait par différentes façons, y compris l'ISO 9001, y compris les certifications produits, y compris... voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Et à un moment donné, tout ça, on a voulu le synthétiser. Donc c'est cet élan Bigoud 2030 et ces déclarations très transparentes, parce qu'on se met à nu, que nous avons faites. Mais je nourrissais et je nourris toujours une petite forme d'insatisfaction avec le travail que nous avons mené. Parce que, peut-être est-ce parce que j'aime quand les choses sont bien claires, définir 72 indicateurs en la matière, c'est très difficile et les résultats des premières années sont insatisfaisants et ce n'est pas forcément révélateur du point zéro. Ça ne dit pas où est le point de départ. Et est venu cet échange avec Goodwill et Alan de se dire il faut quand même voilà, faire un point zéro quelque part. Et la solution de la comptabilité en triple capital m'a semblé être la bonne façon de faire. Et donc, c'est ce que nous allons vous présenter maintenant. Alors, petit mot sur l'entreprise, rapide. L'entreprise est une entreprise, aujourd'hui, à peu près 300 personnes, toujours majoritairement familiale. Nous sommes sur 4 sites désormais. Un site de conserverie-saucisserie, un site de transformation d'algues, un site de charcuterie bio et aussi un site de production de spiruline. Nous sommes producteurs de spiruline dans la Drôme. À peu près 47 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis 6 circuits de distribution bien distincts, les grandes distributions, la restauration, les magasins bio, les marchés, la vente directe. Nous avons aussi quelques boutiques. Et puis des familles aussi de produits, j'en ai effleuré quelques-unes, vraiment très distinctes. Ça va d'algues alimentaires, de micro-algues comme de la spiruline, mais aussi de la saucisse fraîche, des conserves, des tartinables végétaux et autres. Vraiment dans l'alimentaire. Aujourd'hui, pour l'exercice qui nous occupe, nous n'avons pas pu, et malheureusement, mais c'est ainsi, nous n'avons pas pu faire le calcul à l'échelle de notre groupe. Nous n'avons pu le faire qu'à l'aune pas à l'aune, en tout cas qu'à l'échelle de notre société historique, 220 salariés sur les 280. Pourquoi ? Parce que la collecte des données n'est toujours pas possible. Voilà. On se heurte à la réalité, la consommation de gaz facile, électricité facile, mais dès qu'on rentre un peu dans de la donnée sociale, de la donnée fournisseur, sur des TPE, des TPE de 25-30 salariés, ça n'existe même pas, la mesure n'existe pas et personne n'a pensé la collecter. Donc on s'est heurté ça avec Lorraine et donc on a décidé finalement de recentrer. Mais peu importe, je pense que l'objectif, et je dirais presque le coming out que je fais aujourd'hui en vous parlant de notre bilan en triple capital est plus important et c'est vraiment ce point zéro que je souhaitais qu'il soit affiché. Juste, je me permets, Loïc, il y a une autre chose qui intéressera aussi, je pense, l'audience, c'est qu'on a pris la décision de faire ce bilan en triple capital il y a 5 semaines
Et donc, on a fait ça pendant l'été, ça a été fait très très vite. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça se fait vite. Et puis bien sûr, aller chercher les datas chez Globe Explore ou bien chez Carverne, le temps nous a manqué. Donc en fait, on va compléter le bilan. Et le temps nous a manqué aussi parce que ces petites entreprises sont en phase d'intégration. Et donc, par exemple, le social était dans ces entreprises externalisé dans des cabinets, alors que nous, le social est traité en interne. Donc voilà, tout simplement, ça n'existe pas. Mais effectivement, je pense que c'est une très bonne nouvelle de dire qu'on peut le faire en crash. C'est-à-dire qu'on peut se donner un premier aperçu sans aller dans un niveau de finesse exagéré, qui ne voudrait pas dire forcément grand-chose. Mais on peut se donner un point zéro. Et ce point zéro, et ce sera aussi, pas ma conclusion, mais mes commentaires sur le bilan, ce point zéro, il est aussi un point zéro de discussion et d'échange dans l'entreprise, parce que ça challenge énormément de choses. Alors les chiffres, ils sont là. Donc c'est une entreprise qui a un bilan positif économiquement, qui crée 50 millions d'euros de valeur en cumulant le direct, l'indirect et l'induit. C'est une entreprise qui a un bilan social négatif, qui détruit de la valeur sociale. Tout de suite, là, ça fait un peu mal. Et c'est une entreprise qui a aussi une destruction environnementale avérée de plus d'1 million d'euros. Donc je vais laisser à Alan faire des commentaires bruts. Mais alors, quelques mots très rapidement. Donc, la première chose que l'on peut dire quand on voit ces chiffres, c'est que on a effectivement une valeur en impact social et impact environnemental qui est non négligeable. Retenez bien que tous ces chiffres concernent l'entreprise et tous ses fournisseurs. Et les fournisseurs des fournisseurs des fournisseurs. C'est-à-dire il y a tout l'impact indirect, il y a toute la supply chain là derrière. Voilà. Pour remettre un petit peu les choses en perspective, maintenant que vous avez des chiffres sous les yeux, sur le 50 millions d'euros, c'est du PIB. Hein, et dans le PIB en question, vous avez la valeur ajoutée apportée par l'entreprise ENAF en tant que telle, vous avez la valeur économique apportée par ses fournisseurs et la valeur générée par toute la consommation des salariés de tout l'écosystème. Sur les impacts sociaux, vous avez une partie, vous voyez, qui est positive, parce qu'il y a des tas de choses qui sont positives et que ENAF fait sur son territoire. L'impact négatif, c'est le reste à payer par la collectivité des activités de ENAF, c'est-à-dire, on a dit tout à l'heure, le coût des accidents du travail, le coût des maladies professionnelles, le coût de l'érosion des compétences, ce genre de choses. Et puis, sur l'impact environnemental, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le CO2, c'est la pollution gazeuse hors CO2, c'est les destructions de services écosystémiques, c'est la pollution de l'eau, ce genre de choses. Voilà. Mais là, on a effectivement les deux. On a l'entreprise ENAF en tant que telle, et puis on a derrière tous ses fournisseurs. Voilà. Alors, le point qui est très important, qu'il faut souligner, c'est que quand vous avez fait cette mesure, je ne sais pas si est-ce qu'on a des chiffres plus détaillés ou on donne on s'était dit qu'on n'avait qu'une demi-heure, Alan. Du ouais, coup, on est resté à ce niveau de détail. D'accord. Mais comme tout le monde est d'accord, on va rester jusqu'à 23h, puis on va tout vous présenter dans les détails. Non, simplement, vous avez effectivement 100% des postes. C'est méticuleux. J'insiste beaucoup sur ces points-là. C'est opposable à des tiers. Les travaux de goodwill sont en permanence audités par des universitaires et par des commissaires aux comptes avant de se retrouver dans les rapports annuels. Donc c'est fiable. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Hein. Attention, la comptabilité environnementale, c'est le début. Donc on fera mieux dans 10 ans. Mais c'est sérieux. Voilà. Et le point, c'est que quand vous avez ces éléments et que, comme Loïc, vous voyez effectivement l'intégralité de l'information, combien j'impacte en CO2, combien j'impacte en déchets, combien j'impacte en eau, etc., etc., ça vous donne une idée de ce qu'il vous reste à faire pour devenir une entreprise à impact positif. Sinon, vous ne savez pas. L'autre chose très intéressante, parce qu'il peut y avoir des réactions là-dessus dans la salle, il y a des gens qui réagissent mal quand on commence à financiariser des impacts environnementaux.
et vous avez bien sûr le droit de le penser, hein, on a le droit de ne pas être d'accord, c'est que l'avantage de cette financiarisation, c'est pas pour marchandiser le monde, on entend ça beaucoup, c'est rien à voir avec la choucroute. Là, l'intérêt, c'est de dire à un moment donné, on va avoir une unité économique qui nous permet de savoir, même si c'est pas parfait, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on dépense ou qu'on investisse pour réduire nos impacts. Le deuxième intérêt de le financiariser, voilà, c'est donc moi je suis pour la comptabilité en triple capital, sinon je ne serais pas là, hein, parce qu'à partir du moment où vous avez un résultat qui est exprimé en euros, vous pouvez commencer à dire il y a une dette, sinon on ne sait pas. Voilà. Il y a un préjudice, sinon on ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est gratuit, il n'y a pas de préjudice quand on fait du mal. Voilà. Et l'intérêt, effectivement, c'est qu'avec ça, vous pouvez également voir si globalement vos impacts se réduisent ou pas. Le gros problème, on fait des analyses de cycle de vie chez Goodwill. Le gros problème d'une analyse de cycle de vie, c'est que vous avez 15 critères dans une ACV. Voilà. Avec l'eutrophisation, l'impact sur le cancer, le CO2, les matières premières, vous en avez 15 en standard. Voilà. Quand vous comparez deux produits, vous ne savez pas si vous avez réduit l'empreinte environnementale. Parce que dans 9 cas sur 10, vous avez amélioré votre ACV sur 4 critères et vous l'avez dégradé sur 5. Donc, du point de vue CO2, celui-là, il est mieux. Puis du point de vue de biodiversité, celui-là, il est mieux. D'accord? Mais en global, ça, on ne sait pas. Voilà. Le fait que vous convertissiez tout en euros, c'est-à-dire, si on ne fait rien, voilà ce que ça va finir au global par coûter à l'humanité, ça vous permet d'avoir un point de repère qui est très intéressant. Et donc, ce dont on discute un petit peu maintenant avec Loïc, c'est de se dire, déjà, sur le 1,2 million, la partie directe, elle est faible de Loïc. Il y a une grosse partie supply chain. Voilà. Et donc, comment on fait pour l'année prochaine faire un tiers de moins, puis l'année suivante un tiers de moins, et on arrive à une entreprise à impact positif à horizon 2030. Ce ne sera pas facile, mais enfin, au moins, on est capable d'écrire la feuille de route. Vous voyez? Voilà. Sinon, on raconte des trucs, c'est absolument hors sol. Voilà. Moi, ce que je trouve vraiment, vraiment intéressant, c'est que, et encore je ne suis qu'au début de la lecture des chiffres, c'est que, je vais vous donner un exemple de l'impact social. Dans notre entreprise, nous avons 94% de CDI, très peu d'intérim. Je croyais, et pas mal d'alternants, 40 stagiaires. Enfin, moi, j'étais à l'aise, hein, plutôt même très fier, jusqu'au jour où j'ai découvert que ce petit pourcentage d'intérimaires était la somme de 72 personnes. En fait, c'était 72 intérimaires qui venaient faire des contrats très courts chez nous, une semaine, etc., etc. Et donc avec un coût social pour la collectivité qui est pas neutre. Et en creusant, mais c'est d'une grande fraîcheur, hein, c'est la semaine dernière, en creusant, je me suis rendu compte qu'en fait c'était des gens qui étaient chez nous en intérim pour remplacer des personnes qui étaient en arrêt de travail, qui étaient des arrêts de travail d'une semaine, reconduits une autre semaine. Enfin, vous voyez, une personne qui est en arrêt, le médecin reconduit l'arrêt d'une autre semaine. Donc on crée de la précarité avec des intérimaires qu'on subit. On crée de la précarité qu'on subit. Et voilà, donc je suis heurté par ça. Donc c'est un travail qu'il va falloir qu'on mène, et probablement avec la médecine du travail. Enfin, je ne sais pas où ça va nous mener. Et c'est pas possible de créer de la dette sociale et un impact social non négligeable, alors que derrière, on a une politique que l'on mène depuis longtemps, d'emploi en CDI, tout un tas de sujets sur lesquels on croit qu'on est bien. Mais en fait, on ne fait pas bien un certain nombre de choses, on creuse des déficits sociaux sans même s'en rendre compte. Et c'est ça qui est éclairant. C'est-à-dire, voilà, ce dont on ne se rend pas compte, ce que l'on ne voit pas. Et effectivement, comme le dit Alan, en l'uniformisant par une unité, l'unité du système international dans le monde de l'entreprise, c'est la monnaie, donc c'est nous, c'est l'euro, c'est plus facile. L'autre point, c'est que finalement, alors on ne vous dévoile pas tous les chiffres, mais nous avons un problème avec nos fournisseurs. Donc ça veut dire que nous n'avons pas... nous opérons plutôt pas mal, mais on opère pas mal, ça ne suffit pas. On opère pas mal en transformant des matières ou en nous adressant à des fournisseurs certes locaux, mais qui eux-mêmes
ont un impact que probablement ils mesurent, mais en tout cas, moi, je ne mesure pas l'impact que je génère en travaillant avec eux. Et donc, ça veut dire qu'il faut engager un dialogue partie prenante. Et en fait, c'est ça en fait la clé. Il faut engager un dialogue partie prenante sur ces sujets. Voilà. Et en mettant des euros au milieu, c'est vachement plus facile. Et donc, c'est ça vraiment le deuxième enseignement. Et le troisième, c'est que j'ai beaucoup plus à faire à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'entreprise. Mais l'entreprise, toute seule, dans son coin, ça ne sert à rien. Donc, une entreprise, c'est bien un impact sur son territoire. Donc, on a un travail très important à mener vers l'extérieur pour aller vers cet impact positif. Donc ça milite aussi vers des démarches globalisantes, ça milite vers des démarches ISO 26000, ça milite pour toutes les démarches à 360 degrés, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles soient. Voilà. Et enfin, moi, la conclusion, c'est que je suis très motivé et très excité de voir ça, de voir ces chiffres-là, parce que ça m'allume des lumières et j'ai envie de le partager avec les équipes. Et j'ai envie qu'on rentre vraiment dans ce sujet avec nos équipes pour progresser et pour progresser avec vraiment un champ de progression vierge. Voilà. Merci Loïc, merci beaucoup. Alors il nous reste 5 minutes, on a débordé un tout petit peu, le sujet est vaste. En tout cas merci Loïc peut-être pour ton humilité aussi et ta mise à nu là au Salon Pro Durable. Je pense que c'est aussi pas facile en tant que dirigeant d'entreprise et peu le font aujourd'hui. Donc, alors je suis le timer, donc il reste 3 minutes. Il y a déjà quelques questions qui sont remontées parce qu'il y avait l'application là pour faire remonter les questions parce que je crois qu'il n'y a pas de passage de micro. Ah oui, d'accord. Alors, on s'entend. Alors, je sais pas, peut-être qu'on peut les faire en live et peut-être que les gens peuvent prendre la parole. 3 questions, 3 minutes. Madame. Allez-y, madame. Alors, jour 1, pro durable. Alors, les clients ou les clients des clients, en fait, c'est les consommateurs. Alors, c'est beaucoup plus difficile que ça. La première étape, ça va être nos clients, avant d'aller vers les clients de nos clients. J'y ai pas pensé encore. C'est tout frais. Non, je pense on va intégrer ça dans nos rapports RSE, on va intégrer ça dans nos plans. On va enrichir notre stratégie Bigoud 2030. Voilà, après c'est un sujet de communication pure. J'ai pas la réponse immédiate. Probablement ça passera par l'adhésion à des démarches plus communicantes que certaines autres et des démarches de progrès. Alors je pense à l'association Produits en Bretagne, par exemple, qui fait des choses en la matière et qui est en train de progresser. Alors je suis aussi président de Produits en Bretagne, donc, et qu'on embarque aussi dans ces sujets. Donc voilà, c'est certainement par des démarches d'abord collectives et aussi des démarches de communication individuelle, mais je crois beaucoup à des démarches collectives. Deuxième question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas breton ici? Sortez. Non, vous me posez une colle, non, je ne suis pas là encore. Mais si je peux me permettre de compléter, c'est quand même très 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 différent puisque dans le bilan comptable, on voit un volume de vente et on voit un excédent économique idéalement, une rentabilité. Là, on voit un flux de valeur ajoutée sur le territoire, donc c'est juste pas comparable. Et on voit une destruction de capital naturel. Donc c'est vrai que on peut se dire on a un bon bilan économique et un mauvais au sens un bon bilan comptable et un mauvais ou un bon bilan en triple capital. Mais c'est vrai que la comparaison point à point est juste pas possible, quoi. Peut-être une dernière, madame? Oui. Vous êtes bretonne? Non. J'aimerais savoir dans quelle mesure, dans les prochaines étapes, parce que j'imagine que cette méthodologie va pouvoir évoluer, le capital
ENAF, par exemple, va pouvoir aussi être valorisé, soit comme une manière justement de rééquilibrer et d'aller vers du mieux. Voilà, vous avez énormément évidemment de savoir-faire, de capacité à transmettre, à partager. Voilà, donc comment valoriser également financièrement ce capital immatériel. Tu veux que je réponde? En premier lieu, oui. Hein? Vas-y en premier. Alors en fait, le capital immatériel, donc juste pour un petit rappel pour tout le monde, hein, c'est la richesse de l'entreprise qu'on ne voit pas au bilan. Alors la comptabilité est ainsi faite que quand une ressource est trop volatile, on ne la compte pas dans la comptabilité. Donc dans le bilan des entreprises, les camions ont de la valeur, mais les chauffeurs n'en ont pas. C'est pas parce que la comptabilité a exclu parce que le chauffeur peut démissionner tout simplement, hein, donc il est volatile par rapport à l'entreprise. Mais c'est pas parce qu'il y a cette volatilité qu'il ne faut pas regarder si les actifs immatériels de l'entreprise ne sont pas en bonne santé. Voilà. Et donc quand on valorise tout l'immatériel de l'entreprise, on reste dans une extension de la comptabilité classique, mais pour l'entreprise elle-même. C'est-à-dire qu'on arrive à une valorisation de l'entreprise qui prend en compte beaucoup plus que sa valeur comptable. Voilà. Alors ça, c'est pour l'entreprise. Donc on peut évaluer le capital immatériel de ENAF, par exemple, et regarder si l'entreprise vaut 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois sa valeur comptable, puisque dans la valeur comptable, on va trouver en gros les immobilisations et les actifs circulants, c'est-à-dire le solide et le liquide, mais pas le gazeux, quoi. Voilà. Alors maintenant, sur le territoire, vous avez aussi de la valeur immatérielle. Voilà. Par contre, avec les méthodologies que vous avez vues là, on en capte quand même une grosse partie. Voilà. Pas tout. Parce que, par exemple, la marque... Quelle est la contribution du groupe ENAF à la valeur de la marque Quimper ou à la valeur de la marque Bretagne? Je pense que ça doit être 99%, mais on ne l'a pas encore vraiment mesuré, vous voyez. Donc il y a aussi de la valeur immatérielle au niveau des territoires. Voilà. Donc ce sont, comme vous le dites, hein, vous avez tout à fait raison, ce sont des évolutions complémentaires qui montrent qu'une partie seulement de la valeur est captée par les méthodologies. Et c'est pour ça que d'année en année, elles progressent, hein, bien sûr. Même les méthodes comptables, hein, IFRS, c'est 2005. Et avant la comptabilité IFRS, on mesurait autrement. Donc on fait des progrès réguliers. Voilà. Et on parle de comptabilité en triple capital, mais on peut aussi en mettre 4, 5, 6, et donc finalement multi-capitaux aussi. Et donc le capital immatériel peut aussi s'intégrer dans des méthodes. Et en fait, il est possible de faire aussi... de mesurer aussi ce qu'on veut là-dessus, quoi. C'est ça. Alors il est 13h18 et on nous demande de respecter le timing. Ce qu'on vous invite, c'est qu'on est présent donc, sur le stand et sur le village Lucie. Donc si jamais il y a d'autres questions, il y avait notamment des questions par rapport aux méthodos, aux sources, etc. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et puis on va pouvoir en discuter. En attendant, bon salon à tous, bonne journée et puis à bientôt.